Mon sujet est donc l'avortement et l'eugénisme. Alors, je voudrais d'abord rappeler que quand on parle d'avortement, on parle de deux réalités. L'interruption volontaire de grossesse, qui est le terme le plus courant et qui désigne l'avortement de la femme qui n'a besoin de justifier d'aucune raison particulière. Et puis, il y a une autre forme d'avortement qu'on oublie généralement et qui s'appelle l'interruption dite médicale de grossesse. Alors, à la différence de l'interruption volontaire de grossesse, qui est centrée sur la femme, les causes de l'interruption médicale de grossesse sont, elles, centrées sur l'enfant. L'interruption médicale de grossesse, c'est l'avortement d'un enfant parce qu'il est faible, malade ou handicapé, que le diagnostic a pu être fait avant la naissance. Ce n'est donc pas parce que la femme est en détresse que sa grossesse est considérée comme impossible, comme dans le cas de l'IVG. C'est parce que sa grossesse est considérée comme impossible que la femme devient en détresse. Donc on est dans deux schémas absolument différents. Alors que les causes de l'IVG n'ont pas besoin d'être formulées, puisque la détresse dépend de l'appréciation souveraine de la femme seule, qui n'a pas à en justifier. En revanche, les causes de l'interruption médicale, de l'IMG, elles sont infinies, évolutives, et elles dépendent des techniques de diagnostic plus ou moins affinées et d'un seuil de tolérance médicale de plus en plus bas. Tandis que les causes de l'IVG sont de nature personnelle et privée, les causes de l'IMG font intervenir des critères socio-économiques qui ont des conséquences collectives et publiques. Et ça, on oublie souvent ça. Pour ces raisons, l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, comporte une dimension eugénique qui lui est propre et qui est vraiment caractéristique de l'IMG. Et pourtant, l'IMG apparaît souvent comme une pratique déculpabilisée et même positivée. Alors, dans une première partie, je voudrais vous montrer que parce qu'elle n'est pas considérée comme un acte de convenance, l'IMG est perçue comme un avortement déculpabilisé. D'abord, l'IMG n'est pas choisi par la femme, mais subi par elle. C'est une grande différence. L'IMG bénéficie d'une comparaison favorable avec l'IVG. L'histoire de l'IVG, il faut s'en souvenir, commence par des propositions qui ont été faites pour éliminer les enfants handicapés. L'IVG a commencé par l'IMG en réalité. En tout cas en France, ça s'est passé comme ça et dans d'autres pays aussi. On a commencé par dire c'est pour des raisons médicales, il faut comprendre, c'est médical. Alors tout le monde a dit ok. Et puis l'IVG est arrivé bien sûr dans la foulée. Et la célébration de cette victoire de l'IVG, c'est-à-dire l'avortement libre et gratuit pour les femmes, a éclipsé en fait l'IMG qui est resté l'interruption médicale de grossesse, qu'on a commencé d'ailleurs par appeler interruption thérapeutique de grossesse, et qui sera permise, qui est permise pour de multiples raisons, et sans délai. L'IVG a un délai, mais l'IMG n'a pas de délai. On peut interrompre une grossesse jusqu'au jour de l'accouchement, lorsque c'est pour des raisons dites médicales. Autrement dit, pour les pro-choix, pour les pro-avortements, si l'avortement, sans autre condition que celle d'une détresse vague et d'un délai contraint, est permis, a fortiori, on comprend bien que l'avortement pour de bonnes raisons, entre guillemets, c'est-à-dire des raisons dites médicales, doit être permis sans limitation. Et dans l'esprit de ceux qui répugnent tout de même à accepter complètement l'avortement, c'est-à-dire, disons la catégorie des chrétiens, pour prendre une catégorie très large, eh bien, il se crée ainsi peu à peu une sorte de frontière morale entre l'avortement dit de convenance, l'IVG, et l'avortement dit thérapeutique. Le premier, l'avortement de convenance, l'IVG, fait l'objet d'une sorte de réserve chez certains parce qu'on peut le soupçonner d'être un peu égoïste. En fait, quand même, avorter parce qu'on ne peut pas partir en vacances, parce que, c'est quand même pas très généreux.
En revanche, le second, l'avortement, l'interruption médicale de grossesse, fait l'objet d'une tolérance bien plus grande, voire d'un accompagnement parce qu'il s'impose à la femme. J'avais même entendu quelquefois des personnes, et des personnes cultivées, et dans des milieux chrétiens, dire « mais l'IMG, c'est pas un avortement ». Mais si, l'IMG, c'est un avortement, et en plus, qui peut être pratiqué jusqu'au dernier jour. Les gens disent « c'est médical ». Ah oui, mais il était handicapé. Oui, mais c'est médical. Oui, mais vous ne pouvez pas le garder parce qu'il était malade. Vous voyez? Et ça, dans l'imaginaire collectif des gens, voilà, même chrétiens, c'est quelque chose qui a tendance à s'installer. Ensuite, il y a des diagnostics aujourd'hui dans l'interruption médicale de grossesse qui ne prêtent pas à discussion. Les outils de plus en plus performants du diagnostic anténatal mettent à jour des pathologies qui, parce qu'elles sont aujourd'hui dépourvues de traitement, conduisent quasiment toujours à interrompre une grossesse sans discussion. Il n'y a plus de débat sur un certain nombre d'interruptions médicales de grossesse. Et je prends évidemment le cas d'école de la trisomie 21, qui est notre sujet à nous, à la Fondation Jérôme Lejeune, et qui est absolument emblématique et symbolique. Et je voudrais vous donner une citation qui est extraordinairement forte, qui est du professeur Jacques Millez, le gynécologue, professeur à Saint-Antoine à Paris, qui a écrit un livre en 1999, donc il y a presque 20 ans, et qui s'appelle « L'euthanasie du fœtus » chez Odile Jacob. C'est pas les éditions du Cerf, c'est Odile Jacob. L'euthanasie du fœtus. J'ouvre les guillemets. Il est généralement admis, par exemple, que, sauf conviction ou disposition affective contraire des parents, un fœtus atteint de trisomie 21 peut, légitimement, au sens de l'éthique collective et individuelle, bénéficier d'une IMG. Il existe une sorte de consentement général, une approbation collective, un consensus d'opinion, un ordre établi en faveur de cette décision, au point que les couples qui devront subir une IMG pour une trisomie 21 ne se poseront guère la difficile question de la pertinence de leur choix individuel. La société, en quelque sorte, a répondu pour eux. Tout le monde aurait agi de la même façon. L'indication paraît même tellement établie que les parents considèrent en quelque sorte que c'est un droit, qui d'ailleurs songerait à le leur disputer. L'économie sera faite ici de lancinantes interrogations sur la pertinence du choix. Ce texte est d'une violence inouïe. Le professeur Millez est catholique. Ce texte-là n'a jamais fait l'objet de la moindre contradiction. Il est d'une violence insoupçonnée, c'est-à-dire qu'en fait, la société, depuis 20 ans, a dit, pour la trisomie 21, il n'y a plus de débat, on les avorte tous. Voilà aujourd'hui quel est le contexte de ces diagnostics qui ne prêtent pas à discussion. Et pourtant, la trisomie 21 n'est pas une maladie mortelle. Alors, je ne vous parle même pas des maladies létales, des maladies mortelles qui sont plus graves, bien plus graves que la trisomie 21. Nous connaissons tous des enfants de trisomie 21 qui vivent, qui sont heureux, et dont les parents sont heureux aussi. Ils préféraient qu'ils ne soient pas trisomiques. Mais en fait, la vie est possible et même heureuse. Donc il y a des quantités de pathologies infiniment plus graves, des maladies évolutives, qui sont bien plus graves. Et il y a évidemment encore moins de discussions, encore moins de débats. Ensuite, l'interruption médicale de grossesse n'est pas mise en œuvre par la femme, mais par le médecin. C'est une grosse différence par rapport à l'IVG. L'IVG, c'est la femme qui commande. Elle dit « je veux » et elle obtient. Pour l'IMG, c'est à la main du médecin. Les médecins assument ce choix pour les parents quand ce choix est impossible. Ça, c'est quelque chose aussi d'absolument différent. L'IMG n'est pas l'affaire de la femme, mais celle des médecins. C'est à eux seuls que la loi donne liberté pour proposer à la femme d'interrompre sa grossesse, sous réserve qu'il existe une probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une infection grave et incurable au moment du diagnostic. Voilà ce que dit la loi. Or, non seulement la femme ne propose pas et n'a qu'à disposer, mais si l'indication est ambiguë, eh bien, les médecins estiment qu'il relève de leur responsabilité d'assumer un choix trop lourd pour elle. Donc le corps médical n'hésite même pas à prendre sur lui la responsabilité d'une décision censée épargner à la femme le remords d'un mauvais choix. Ça va très loin. C'est-à-dire que si le diagnostic est erroné et que l'IMG conduit à l'avortement d'un enfant sain, ce qui arrive, le médecin cache la réalité à la femme.
Et ceci n'est jamais attaqué devant les tribunaux. Israël disant, il l'a dit plusieurs fois, en disant, mais quand vous avortez un enfant dont on s'aperçoit qu'il n'est pas trisomique, par exemple, quand vous retournez dans la chambre de la femme, qu'est-ce que vous dites? Eh bien, on dit, mais madame, comme vous avez eu raison. Voilà, aujourd'hui, ce sont des propos qui sont publics, qui sont tenus par des médecins qui pratiquent des avortements sur le thème de zéro triso. C'était la norme de performance qui est affichée dans certains hôpitaux, y compris certains hôpitaux catholiques d'ailleurs. Et en fait, le médecin est conduit, en cas d'erreur, à mentir à la femme pour couvrir, pour prendre sur ses épaules, au fond, la responsabilité d'un acte, évidemment, que la femme se serait reproché toute sa vie. Voilà le système de mensonge dans lequel est enfermée l'interruption médicale de grossesse. Il est presque imposé par le praticien pour des raisons d'humanité qui ne sont même plus discutables, et l'IMG peut être facilement perçu de la sorte comme un accident pénible et inévitable, subi autant pour la femme que pour son médecin. Et les médecins, lorsqu'ils parlent de l'interruption médicale de grossesse, en parlent avec la main sur le cœur, en disant, vous voyez, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter, c'est nous, médecins, qui prenons à notre charge cette décision très lourde que la femme ne peut pas prendre, et au fond, tout le monde fond en larmes devant cette compassion partagée. Ensuite, il s'agit, et c'est un argument qui est aussi donné, d'un eugénisme qui est individuel et qui n'est pas collectif. Alors ça, c'est aussi un grand argument, mais ce n'est pas l'eugénisme parce que c'est individuel, et c'est pas, ce qui est mal, c'est l'eugénisme collectif, mais pas individuel. La pratique qui aboutit à la suppression de populations entières caractérisées sur la base d'une imperfection du génome, par exemple, c'est caractéristique de l'eugénisme. C'est la définition de l'eugénisme en droit français à terme, le fait de porter atteinte aux membres d'un groupe caractérisé par un critère arbitraire. Ce critère arbitraire, ça peut être la race, la couleur de la peau, la nationalité, la religion, le nombre de chromosomes. À partir du moment où on dit que la couleur de la peau, c'est un critère arbitraire, eh bien, le nombre de chromosomes, c'est aussi un critère arbitraire. Donc c'est une définition, la définition du génocide, d'ailleurs. Mais l'identification de cette pratique à l'eugénisme ne fait plus peur. Elle est même revendiquée explicitement par une partie du corps médical, dès lors qu'elle est individuelle et non pas collective, qu'elle est médicale et non pas criminelle. J'insiste là-dessus parce que très souvent dans les débats, lorsque certains hommes politiques veulent donner l'impression qu'ils sont courageux, ils disent « mais attention là, nous risquons d'aller trop loin parce que nous nous orientons peut-être vers des pratiques eugénistes. Mais nous sommes déjà dans des pratiques eugénistes. Nous ne sommes pas sur la pente de l'eugénisme. Nous sommes déjà depuis de très nombreuses années, depuis des dizaines d'années. Je vous cite à nouveau le professeur Jacques Miez, déjà cité, et qui dit que rien ne distingue, écoutez bien, publié chez Odile Jacob, c'est pas un éditeur confessionnel quand même. Rien, on pourrait considérer que ce sont des propos excessifs d'un militant pro-life, catholique, intégriste, etc. Non, c'est pas du tout le cas. Pour lui, rien ne distingue un eugénisme médical d'un eugénisme criminel. Dans les modalités d'exécution, ni dans les modes opératoires. Il faut quand même aller loin pour dire ça. Ce qui justifie l'eugénisme médical, c'est la pureté de l'intention, la sincérité de la motivation et la qualité de la finalité poursuivie. Tout tient dans l'intention. L'euthanasie fétale n'est tolérable éthiquement dans sa dimension eugénique que parce qu'elle n'est conçue, organisée, préméditée que pour l'intérêt des personnes, le bénéfice individuel des couples, et qu'elle est acceptée par eux dans la plus absolue liberté, sans la moindre contrainte extérieure. Elle procède donc bien d'une attitude compassionnelle, individuelle et consentie. Elle représente le contraire d'une soumission aux directives d'une entreprise de santé publique, d'un programme économique, politique, meurtrier. Fin de citation. Cette position n'est pas isolée, j'en ai cité une, elle est particulièrement exemplaire. Israël disant dit la même chose, on dit que ce que je fais est eugénique, eh bien je n'ai pas peur du mot. L'opinion publique est donc rassurée, il y a un bon eugénisme à louer et un mauvais eugénisme à condamner. Enfin, deuxième partie, je serai plus rapide, non seulement l'avortement est en quelque sorte déculpabilisé parce que finalement la femme en est victime, elle le subit, le médecin aussi, on ne peut pas faire autrement, mais elle s'inscrit dans une perspective sanitaire et solidaire, et l'avortement médicalisé pour des raisons dites médicales, donc l'avortement eugénique, est même positivé.
l'IMG est un mal nécessaire pour prévenir certaines maladies. C'est aujourd'hui le discours officiel. Donc il s'agit d'extraire du ventre des femmes des enfants indésirables par des politiques financées, budgétisées, votées, encadrées, des politiques de diagnostic prénatal, remboursées par l'assurance maladie, qui sont mises au point, régulièrement améliorées, pour diminuer le nombre de naissances d'enfants handicapés ou malades. Ces systèmes reposent sur 3 critères. La faisabilité technique, dès lors que c'est techniquement possible, on le fera. Ça repose sur une économie officiellement calculée du coût de la vie d'une personne handicapée. Je rappelle, j'avais écrit ça dans un premier bouquin il y a presque 20 ans. J'avais retrouvé des publications françaises qui datent d'il y a 20 ou 30 ans et qui font le calcul arithmétique du coût d'une personne handicapée et qui disent finalement ça coûte plus cher de maintenir en vie une personne handicapée pendant 20, 30, 40, 50 ans plutôt que de l'avorter. C'était même pas la peine de faire l'édition d'ailleurs. On comprend très bien qu'effectivement si on supprime la personne à la naissance ça coûte moins cher. Mais ces calculs ont été faits et ont été publiés. C'est-à-dire que le calcul, ce que coûte un enfant trisomique, on le sait. Enfin, c'est facile à faire, on prend des prix de journée et puis on multiplie par la durée de la vie. Et puis il y a une intolérance bien sûr à l'imperfection qui augmente. Donc tous ces critères accréditent l'idée que la naissance d'un enfant imparfait, la naissance d'un enfant handicapé ou malade, est un désordre. C'est un malheur. Et l'évitement par l'interruption médicale de grossesse de telles naissances rétablit l'ordre dans la société et rétablit le bonheur dans la famille. Et ça, c'est quelque chose ce sont des expressions qui sont couramment utilisées. Il a bien fallu procéder à un avortement pour rétablir le bonheur dans cette famille. C'est quelque chose qui, dans les débats de bioéthique, a été parfois exprimé en ces termes-là. Donc, on comprend très bien que l'avortement eugénique acquiert progressivement une coloration positive. Alors, il faut dire quand même que les techniques de dépistage ne cessent de se perfectionner. Il convient de citer particulièrement, puisque c'est d'actualité, le dépistage prénatal non invasif. Ça concerne la France, ça concerne aussi la Belgique. J'ai vu que les gens sont en train de se doter de ce dépistage non invasif qui présente la particularité de se fonder sur une découverte très importante qui est la présence dans le sang maternel d'éléments du génome de l'enfant. Donc ça permet, avec une prise de sang non invasive et non pas la myosynthèse, de compter les chromosomes et de savoir tout de suite que l'enfant est trisomique 21. Donc on va avoir, en s'abstenant de la myosynthèse même, des informations beaucoup plus précises, plus précoces, à un stade de la grossesse où la femme se situe encore dans le délai de l'IVG. Et là, j'attire votre attention sur le fait que c'est une révolution dans le dépistage anténatal et dans l'eugénisme, parce que l'eugénisme était cantonné, si je puis dire, jusqu'à présent, à l'interruption médicale de grossesse dans le délai de l'IMG, c'est-à-dire au-delà de l'IVG. L'IVG, c'était 12 semaines qui vont entraîner un avortement qui n'est pas de nature eugénique, puisque la femme avorte parce qu'elle ne veut pas de cette grossesse, mais en fait, elle ne sait rien sur son enfant. Elle sait simplement qu'elle est enceinte, qu'elle vient juste d'être enceinte, et elle ne veut pas de cet enfant. Donc il n'y a pas de dimension eugénique particulière. Ce n'est pas une validation de l'avortement, mais c'est pour le connoter. En revanche, après, on rentre dans une phase dite médicalisée où, s'il y a avortement, il ne peut être justifié que par une décision médicale à la suite d'un diagnostic. L'arrivée du nouveau test va bouleverser complètement cet équilibre-là, parce que les tests vont fournir une information beaucoup plus précoce encore dans le délai des 12 semaines. Donc la femme, à 8 semaines, elle va avoir, elle toute seule, par Internet éventuellement, le résultat du cariotype de l'enfant, ou en tout cas des éléments lui disant s'il est trisomique, parce qu'aujourd'hui sur la trisomie que le test a été développé, mais demain ce sera sur d'autres pathologies, et peut-être même sur des prédispositions. On va pouvoir dépister très précocement des gènes de prédisposition, et la femme aura cette information-là pour elle, toute seule, dans un délai où elle pourra décider toute seule. C'est-à-dire que l'IVG va devenir en quelque sorte eugénique, et les femmes auront en quelque sorte des listes, elles pourront cocher la case en disant ça oui, ça non, ça oui, ça non. Et ça va venir très vite, puisque c'est bien sûr une technique qui est promise à un développement formidable. J'ajoute que le fait que la myosynthèse ne soit dorénavant reléguée dans les antiquités de l'histoire de la médecine est un argument marketing formidable, parce qu'on dit, vous voyez, il n'y a plus la myosynthèse, ce geste iatrogène, dangereux, qui entraînait des fausses couches à la suite des fausses couches spontanées, en quelque sorte liées à cet acte-là, eh bien, on va pouvoir sauver des vies. Donc c'est devenu, le diagnostic prénatal non invasif est devenu quasiment un acte pro-vie.
Alors, il faut faire bien attention sur ces arguments-là, qui sont des arguments, évidemment, qui sont faux. J'ajoute que, bien sûr, comme vous le savez, les chiffres parlent d'eux-mêmes, puisque aujourd'hui, en France, 96% des enfants trisomiques dépistés sont avortés. Il est clair qu'avec le DPNI, avec cette information-là que les femmes auront très très tôt, ce ne sera pas 96%, ce sera 100%, et en cas de doute, les femmes qui seront averties des malheurs de la nature par ce diagnostic prénatal, n'hésiteront encore beaucoup moins à avorter plus la grossesse est récente. Voilà, donc si elles sont averties à 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, elles se diront, ben voilà, c'est moins pire d'avorter maintenant que d'avorter dans le délai de l'IMG. Le monde médical étant out dans cette affaire-là. J'ajoute que ce diagnostic prénatal non invasif a été développé par des entreprises américaines qui n'ont pas caché les perspectives extrêmement lucratives de ce nouveau test et qui est marqué par une obsession de l'exhaustivité et la crainte de rater la cible. Donc tout ça, c'est des éléments qui connotent fortement l'eugénisme aujourd'hui. Je poursuis en disant qu'après avoir été une technique qui permet d'extraire du ventre des femmes des enfants indésirables, naturellement, cette technique s'enchaîne avec l'introduction dans le ventre des femmes des enfants désirés, et on rentre dans le diagnostic préimplantatoire, qui est une façon déguisée de poursuivre l'avortement avant l'implantation, je n'insiste pas. Je termine en vous disant que l'avortement eugéniste est conforté aussi par le développement des actions en wrongful life, c'est-à-dire en vie préjudiciable. Vous savez, ces affaires Perruche qui sont développées. Et à ce moment-là, l'interruption médicale de grossesse devient carrément un moyen de faire le bien, puisque la naissance d'un enfant handicapé est considérée comme un préjudice. Et bien, ce non-avortement, le non-avortement de la personne handicapée, devient une perte de chance qui doit pouvoir être invoquée, valorisée et compensée financièrement. Et déjà, de nombreux médecins ont été condamnés à la suite de procès intentés au nom de la personne handicapée elle-même, mais aussi des parents, des frères et sœurs. Et ce mouvement-là continue. Je termine simplement en disant qu'on est maintenant au stade de l'atteinte à la liberté d'expression, puisque le fait de montrer simplement des handicapés trisomiques vivants, heureux, a été censuré en France par le CSA, que cette affaire est maintenant portée devant la CEDH, et qu'on va pouvoir même plus dire en fait qu'un enfant handicapé peut être heureux, puisque ce serait causer du tort et culpabiliser les femmes qui ont choisi d'avorter leurs enfants, donc on est déjà très loin. Voilà, c'est un tableau clinique que je voulais vous montrer, qui est un tableau clinique qui est assez caractéristique du transhumanisme. On y trouve les mêmes murs porteurs, c'est-à-dire l'eugénisme, la technique, le marché. Et si on ne dénonce pas cette dimension marchande, si on ne dénonce pas cette dimension eugénique qui est le contraire de la médecine, cette offre qui crée une demande qui est le contraire de la liberté, eh bien je crains qu'on ne puisse pas s'opposer à ce rouleau compresseur du marché. Et lorsque c'est plus la morale qui fait les lois, eh bien c'est l'argent, et c'est aujourd'hui la situation que nous connaissons, et à mon avis, elle n'est pas du tout en passe d'être réglée. Je vous remercie.